J'ai un petit peu essayé d'expliquer les très très nombreux aspects du sionisme qu'on oublie toujours en les isolant. Comment le sionisme est un nationalisme pas comme les autres, parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre. Comment c'est un colonialisme, mais pas comme les autres, parce que il ne vise pas à exploiter le peuple palestinien, il vise à l'expulser, la fameuse théorie du transfert. J'ai évoqué plusieurs passages du sionisme, comment, d'un point de vue juif, il est une manipulation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Je précise que dans le J de UJFP, mon judaïsme est entièrement rattaché au génocide nazi, puisque mes parents étaient résistants, déportés en ce qui concerne mon père, avec une famille exterminée, et comment quelque part le sionisme a réécrit toute une histoire pour les juifs. J'ai développé l'idée qu'il n'y a eu ni exil des juifs, ni retour, et que quelque part le fait que le sionisme se réclame de l'antisémitisme et de la persécution historique des juifs est une escroquerie. J'ai un peu expliqué que sionisme et antisémitisme se nourrissent l'un de l'autre et que le sionisme ne combat pas l'antisémitisme, il en a besoin en permanence pour pouvoir justifier sa fuite en avant criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs et pour les Israéliens. Alors je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. J'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, mais tu peux pas. C'est pas que t'es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... Parce que c'est absolument pas mon sujet. J'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. C'est ça qui t'est reproché. Sur les chambres à gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. On parlait de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des, comment dire, que eux peuvent s'exprimer. Bon, pour le moment, il n'y a personne. On est ici devant la PJ, juste à côté du tribunal judiciaire. Et en fait, il y a Étienne Chouard qui est auditionné. Et Dominique, en fait, est un proche de Étienne Chouard. Tu vas pouvoir nous en dire plus. Oui, donc je te laisse dérouler. Écoute, en fait, il est auditionné parce que la LICRA a déposé une plainte en l'accusant de contestation de crimes contre l'humanité suite à l'interview qu'il a fait avec Denis Robert et Mathias Enthoven le 10 juin l'année dernière sur le Média. Or, on est rentré dans une urgence, on est attaqué de tous les côtés. Est-ce que, alors, moi je veux bien qu'il y ait un temps long et un temps court, mais qu'est-ce que vous prévoyez sur le temps court et l'urgence? Je suis désolé, moi c'est... Non, mais on est dans un piège. Attends. Non mais, ton prénom? Mélanie. Mélanie, on est dans une prison. Pour moi, on est dans une prison politique. Oui, une prison là, avec des murs. Une urgence qui s'accélère là. Ouais. On ne peut pas nier mais... que... Donc, le temps long c'est bien, mais le temps court, il y a des souffrances aussi, il y a des gens qui restent. Les gens souffrent, je ne dis pas le contraire. Mais nous sommes dans une prison politique, avec des murs, des fenêtres, des barreaux. Et nous sommes ensemble, et nous discutons. Et nous sommes en train de discuter en regardant la fenêtre, en disant « il faut faire ci, il faut faire ça ». Je dis « mais attends, sors de la prison. Tant que tu ne sors pas de la prison, nos discussions sont une perte de temps totale. Tant qu'on est dans la prison, tant qu'on ne sort pas de cette fichue prison, nos discussions, elles sont des discutailleries.
Alors que, je te signale que la porte, la grosse porte de la prison, si je pousse tout seul, je ne la pousse pas, elle est trop lourde pour moi. Si tu pousses toute seule, pareil. Mais si on est 100, si on est 1000, on pousse la porte. Elle n'est pas fermée à clé, hein. Elle est juste lourde. Mais l'extérieur de la prison, c'est où? C'est dans nos têtes ou c'est dans la rue? L'extérieur, c'est une autre prison, parce qu'il y a la prison européenne, qui est autour. On est dans 2 prisons. Mais Voire plus. non, mais attends, si on se met ensemble à pousser sur la porte de la prison, on va en sortir. Il faut nous organiser. Et quand on sortira de la prison, on est en train de se disputer en disant « Et si on sort, on va aller à gauche ou on va aller à droite? On va prendre des mesures de gauche ou des mesures de droite ?» On est en train de se disputer sur ce qu'on va faire quand on va sortir de prison, alors qu'on devrait se concentrer sur « On pousse la porte, on se barre ». Sorte par la gauche pour que la sortie de l'euro, avec tous ses compléments, soit effectivement un instrument de politique progressiste, il y faut des conditions politiques particulières, c'est-à-dire celles de la victoire d'un mouvement politique progressiste, hors duquel la sortie de l'euro ne peut rien en elle-même. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, on porte à gauche, et il faut pas, vous portez à droite, il faut sortir par la gauche, ou plutôt que sortir par la droite. Moi, j'ai déjà répondu à ça. C'est une façon de dire, de diviser, en fait. Est-ce qu'on imagine que dans une prison, il y a 28 types qui soient dans une prison, ou pas 28 d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la France, et puis on découvre que dans la cellule, il y a une pierre, si on se met tous pour tirer la pierre, on va sortir. Bon. Et qu'il y en ait, je ne participerai, je ne tirerai la pierre avec vous qu'à une condition, c'est qu'en sortant, tout le monde tourne à gauche. Voilà. Votre parcours, enfin, vous avez évolué, vous l'avez dit, je crois que vous avez voté Mitterrand, vous avez toujours voté plutôt à gauche, et à un moment donné, je votais à droite. Et là, je faisais pas de politique, quoi. Comment? Je croyais que je votais à gauche, oui, alors je votais à droite. Je sais. Et là, je crois que vous votez. Vous me dites si je me trompe. Enfin, vous avez dit publiquement que vous alliez voter Asselineau ou UPR, voilà. Ou je me trompe? Oui, mais il faut en dire un peu plus, parce que si on dit que ça, c'est vraiment très contradictoire avec ce que je dis, puisque je conteste... c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, je conteste frontalement la procédure de l'élection écrite par les représentants. C'est-à-dire que l'élection est un outil de dépossession politique, surtout quand cette procédure est rédigée par les représentants. Il me semble que les représentants, les élus, ne sont pas légitimes à écrire eux-mêmes les règles de leur pouvoir et des contrôles de leur pouvoir. Ils sont en conflit d'intérêts. Je prétends que ce sont les représentés, c'est-à-dire les simples citoyens, les autres, donc l'immense multitude, ce sont les représentés qui sont légitimes à décider comment ils veulent être représentés. C'est quand même pas, c'est pas extravagant, c'est pas excessif, enfin c'est pas... C'est révolutionnaire. En fait, c'est plutôt évolutionnaire, parce que révolutionnaire, on reviendrait au point de départ. Comment on arrive à Asselineau avec ça? Alors, j'ai un peu de mal à... Oui, pardon. C'est vrai que c'est une parenthèse, mais c'est pour comprendre en quoi je suis opposé à l'élection écrite par les représentants. Et dans ce contexte-là, je devrais m'abstenir. Vous n'allez pas voter, voilà, c'est ça. Je devrais m'abstenir, absolument. Ceci dit... C'est vrai que, exactement comme le disait Coralie, sans illusion, en sachant que c'est pas par l'élection que je vais m'émanciper, parce que on s'émancipera pas comme ça, il va falloir qu'on devienne constituant. Sachant ça, il peut y avoir malgré tout un intérêt mineur, réduit, mais non nul, à aider des petits candidats, parce que les candidats ne sont pas équivalents. Il y a quand même des affreux et des gens vertueux, des gens qui se donnent du mal et qu'on peut aider en leur disant, en leur donnant le signal. On est dernier pour Asselineau. Un peu plus que de la charité, c'est-à-dire que c'est... Non, attendez, sur Asselineau, pourquoi Asselineau? L'UPR, on les a beaucoup, enfin, ils sont dignes, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'ils... Ça serait vraiment bien qu'ils soient sur le média, en échange interactif, en débat politique. On ne pouvait pas inviter tous les partis, mais on les invitera une autre fois, enfin, c'est pas le problème. Mais pourquoi Asselineau? Parce qu'Asselineau, en fait, est c'est le seul, en fait, qui soit aussi puissant sur la question européenne. Je pense qu'il n'y a pas un journaliste dans le pays qui est capable de lui tenir tête sur les dossiers techniques. Il est puissant sur la critique des institutions européennes, donc au lieu de le prendre de front, on fait un peu le même coup sur le plan de la démocratie, mais au lieu de le prendre de front, on le discrédite ou on le muselle et il ne passe
nulle part, il passe à 0 au prétexte qu'il n'est pas élu. Alors je me dis, de toute façon, voter ou pas voter, ça changera rien. C'est pas la peine de nous empailler entre nous pour l'élection. L'élection changera rien. Donc, si tu votes différent que moi, je m'en fiche. Tu fais bien ce que tu veux. Mais si j'ai le moyen d'aider quelqu'un en lui donnant les voix qui vont faire que les journalistes pourront plus se prévaloir du manque de voix pour le museler, je trouve qu'il fait peut-être pas sur le plan démocratique, mais sur le plan de l'éducation populaire, sur l'Union européenne, Asselineau, il est remarquable. Il devrait être entendu. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Je crois que les premiers commentaires vont me le confirmer dans quelques instants. Je vérifie d'abord. Sarkozy est fort probable. Voilà, il le sait lui-même. D'ailleurs, son équipe le dit régulièrement en coulisses. Alors, que fera-t-il? Il a dit, si je perds, je pars. C'est à Dolce Vita, je m'en vais. Alors, que laissera-t-il face à François Hollande? Un champ de ruines? La guerre des chefs, on les connaît déjà, hein. Entre tous, Fillon, Juppé, Copé, etc., à l'UMP. Ça n'est pas sérieux et ça n'est pas responsable. Marine Le Pen, elle est là et elle sera là demain. Et elle incarnera effectivement la véritable opposition et la chef de l'opposition face à une politique qui, qu'elle soit de droite ou de gauche, qu'elle soit incarnée finalement par Hollande ou Sarkozy, probablement par Hollande, est la même. Et les Français le savent bien et c'est pour ça qu'à chaque fois ils sont déçus. Et bien là, ils ont un motif d'espérance, c'est ce score très élevé pour le présent et pour l'avenir de Marine Le Pen qui se concrétisera, je pense, aux législatives par beaucoup de députés Front National et beaucoup de députés du Rassemblement Bleu Marine. Ce matin, dans le Parisien, Jean-Marie Le Pen dit de vous que vous êtes un agent double envoyé par la droite pour saboter le FN. Il a vu mon oreillette cachée derrière. Vous êtes un agent double ? Oui, Marine Le Pen est une extraterrestre reptilienne. Et tout cela est un complot de la CIA et du KGB réunis. Mais effectivement, je fais un lien entre insécurité et immigration. C'est une immigration mal contrôlée et mal intégrée ne peut... Mais on n'est pas immigrés, on est français. Non. La plupart des gens qui sont... Je crois que c'est une évidence qu'il y a un lien entre l'immigration et la montée du fondamentalisme islamique. Il n'est pas venu de nulle part, il n'est pas tombé un jour du ciel, ce fondamentalisme islamique. Donc il est évident. Et ce qui ne veut pas dire... Vous avez raison, je n'ai jamais tapé sur les immigrés, je ne le ferai jamais. Aucune hésitation. Le Frexit, c'est la libération. Macron, si tu savais, ton Europe, Macron, si tu savais, ton Europe où on se la met. Aucune hésitation. Le Frexit, c'est la libération. Macron, c'est... Avant qu'on entame la Marseillaise tous ensemble, je voudrais vous faire remarquer que vous avez peut-être vu que dans les paroles du God Save the Queen, il y a marqué dans les strophes finales qu'ils confondent leur politique, qu'il faut démasquer leur manipulation, leur complot contre la nation. C'est quand même extraordinaire que ce soit le Royaume-Uni qui sorte le premier de l'Union européenne. Envoyez la Marseillaise. Merci. Vive la République et vive la France! Pour l'instant, à soutenir la femme, ils savent pas l'ampleur que est en train de prendre entre guillemets le putsch. Qui encore une fois, c'est pas un putsch anti-FA, c'est un putsch pour sauver l'UPR, pour sauver toute l'énergie, tout ce qui a été fait.
même si le harcèlement sexuel n'est pas caractérisé. Moi, pour moi, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on mette en avant ce truc-là, parce que je suis même pas sûr que ça soit vrai qu'il y ait du harcèlement sexuel, parce que je ne devrais pas qu'il joue avec, ça se trouve, soi-disant, selon donc je viens avec des pincettes, lui-même, des fois, aurait mis la main au paquet à François Asselineau, genre de truc, tu vois. Bon, mais j'y crois, parce que ça est tellement, voilà. Donc c'est pour ça que moi, insister sur le côté harcèlement sexuel, c'est pas, puis de toute façon, c'est que si les intéressés portent plainte qu'on pourrait dire ça, mais sinon, nous, on n'a pas à en parler, quoi. On n'a pas le droit de divulguer des emails privés, et puis c'est pas sûr. Donc moi, j'aime pas, moi, ce qui me va pas, c'est engager les gens, foutre en l'air l'argent des adhérents, son mépris pour les autres, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est tout ce que je te dis, moi, qui me dérange le plus que, un potentiel harcèlement sexuel. Moral, ou quoi. Le volet judiciaire, moi, limite, ça m'intéresse pas. C'est pas ça. J'ai pas envie de foutre Asselineau en prison. Je m'en fous. Moi, je veux juste qu'il dégage de l'UPR, maintenant. Et Dieu sait que j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie, quoi. Quand je suis revenu il y a un an, c'était quasiment un an jour pour jour, un peu plus. Moi, j'étais revenu avec un enthousiasme, un entrain. Dis donc, si on m'avait dit qu'un an après, je serais au cœur d'un push de François Asselineau, je t'aurais dit, non mais t'as fumé quoi, tu vois, c'est pas possible. Bonjour. C'est aux adhérents, aux militants et aux sympathisants de l'UPR que je m'adresse aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais remercier Stanislas Bartkowiak qui m'accueille ici pour faire cette déclaration et qui est délégué départemental de l'Indre-et-Loire. Et je voulais remercier Jacques Charpentier qui est derrière la caméra et qui est délégué régional du Centre Val-de-Loire. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu que cette déclaration parte justement de la base militante. Que ce ne soit pas une déclaration qui puisse être considérée comme venant de tel ou tel cadre, de telle ou telle organisation. D'abord, nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Alors rassurez-vous, il ne va pas y avoir de grandiloquence dans mes propos. Je ne tiens nullement à récupérer la figure du général de Gaulle, mais je voulais, en hommage à ce grand homme, le citer pour dire, il a écrit dans ses mémoires de guerre, « Il n'est de réussite qu'en partant de la vérité ». Alors partons aujourd'hui de la vérité pour pouvoir en tirer des conclusions. François Asselineau ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles de 2022. Il n'obtiendra pas les 500 signatures, qu'il soit innocent ou coupable. Je le regrette, mais c'est ainsi. Donc, nous devons réorganiser toute notre stratégie. Et c'est la raison pour laquelle je me porte candidat aujourd'hui à la présidence de l'UPR, à la présidence de l'Union populaire républicaine. Pourquoi ? Certes, alors ce sont des approches qui sont parfois directes ou parfois indirectes, c'est-à-dire que j'ai des amis qui sont à France Insoumise et qui disent que beaucoup de nos positions pourraient permettre une action commune localement. Et puis, de manière plus directe, ces derniers temps, j'ai été approché par, à ma grande surprise, par un certain monsieur Plaza, qui est le responsable des patriotes, je mets entre guillemets patriotes, et qui dit que voilà, les positions sont très proches sur le Frexit. Bien entendu, on sait pourquoi, puisque M. Philippot a plagié l'ensemble du programme de l'UPR, et donc cette personne-là voulait aussi un rapprochement, et s'est targué, en plus, sur les médias, s'est targué d'avoir un accord avec l'UPR, ce qui est bien entendu complètement faux. Je n'ai nullement parlé d'accord, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, ce M. Plaza, c'est quelqu'un qui a des positions parfois proches de l'UPR, parfois pas du tout, et il faudra un moment, en effet, clarifier tout cela, mais pour l'instant, je dément tout accord avec les patriotes. Là, nous avons la stratégie gagnante. C'est celle que je m'engage à mettre en place si vous faites confiance à la liste que j'ai l'honneur de conduire. Ensuite, l'élection présidentielle n'est pas la seule élection en France. Nous avons aussi des élections législatives.
Ces élections législatives, il y a eu une grave erreur, aux dernières législatives, que de présenter 573, je crois qu'on est là sur 577 circonscriptions. Cela a divisé nos faibles forces financières et nos meilleures forces militantes. Si nous concentrons sur 150 circonscriptions, 170 circonscriptions, nous verrons nos forces militantes, avec des accords avec les autres souverainistes en leur laissant des circonscriptions là où ils sont plus forts, en prenant, nous, les circonscriptions où nous sommes plus forts, nous dépasserons facilement la barre des 1% dans 50 circonscriptions. Ainsi, nous aurons un financement public qui nous permettra de professionnaliser nos équipes, qui permettra de pouvoir mieux rembourser les militants qui aujourd'hui utilisent leur temps et souvent leur argent personnel pour la cause. Nous pourrons obtenir des élus, nous pourrons porter notre discours de manière forte et intelligible. Alors, je vous le dis, vous allez avoir un choix à ce congrès qui est un congrès peut-être précipité, je ne sais pas, au moment où je vous parle, si le congrès aura lieu le 11 juillet ou s'il aura lieu plus tard, j'espère qu'il aura lieu le plus tard possible de cette année parce qu'il faut le temps d'un débat et j'espère que ce choix important, vous le ferez en ayant toutes les possibilités d'entendre, non pas un son de cloche, comme dit François Asselineau, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Eh bien, je le prends au mot. Nous voulons tous amener la vérité aux Français. Eh bien, cette vérité, elle est parfois difficile à entendre. Les gens ont peur du Frexit. Les gens ont peur de la sortie de l'euro. Les gens ont peur de la sortie de l'OTAN. Parce qu'il y a encore un discours dominant, mais ce discours dominant s'effrite, se fissure. Le 26 mai, donnons un grand coup de boutoir dans ce mur. Bravo. Bravo. Non, mais ça tombe bien aujourd'hui. Moi, je suis très content aujourd'hui qu'on reçoive un représentant de l'Europe en plus, parce que l'Europe, c'est un de mes chevals de bataille. Alors, on va pas tomber dans le poujadisme, on va pas tomber dans le Frexit à tout prix, dans les sectes de certains partis politiques. Mais je trouve quand même, moi, que l'Europe n'est qu'une usine à gaz qui ne sert pas les intérêts du peuple, qui sert uniquement les intérêts de quelques-uns. On va tomber dans le Frexit à tout prix, dans les sectes de certains partis politiques. Ils ont cru malin d'appliquer à mon encontre et à l'encontre des gens qui m'entourent le principe bien connu: calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ils ont d'ailleurs bénéficié du soutien actif de quelques journaux dont nous avons la preuve tangible qu'ils n'ont sélectionné que les seuls témoignages à charge contre moi. Le journaliste de l'un d'entre eux a par exemple consacré 3 semaines entières à téléphoner à des dizaines de cadres du mouvement pour ne sélectionner que les seuls propos visant à m'accabler et en écartant tous ceux qui démentaient les accusations portées contre moi. Je note au passage que ces journaux ont consacré à cette affaire visant à me faire taire une place qu'ils ne m'avaient jamais accordée dans leurs colonnes en 13 ans pour y exposer nos analyses. Il est intéressant de remarquer également que ces journaux qui s'en sont pris à moi ont un souci d'investigation particulièrement variable. Le même journal qui a donné carte blanche à l'un de ses journalistes pour passer 3 semaines à accumuler des calomnies à mon encontre n'a pas hésité, par exemple, à consacrer sa une pour mettre en avant, dès le lendemain de sa parution, la fameuse étude publiée par le magazine Lancet contre l'hydroxychloroquine, sans avoir enquêté le moins du monde, ni sur les auteurs, ni sur la société responsable de cette étude, qui apparaît aujourd'hui comme l'une des plus grandes escroqueries scientifiques publiées depuis des décennies. Pour ce qui me concerne, je me suis refusé à entrer dans toute cette politicaillerie infâme. J'ai informé les adhérents de l'évolution de la situation par quelques vidéos auxquelles j'ai tenu à conserver la dignité nécessaire, sans aller fouiller dans les poubelles. Pourtant, il y aurait, semble-t-il, de quoi faire si j'en crois le nombre d'informations renversantes que des adhérents me font parvenir sur tel ou tel des putschistes. Fort heureusement, l'écrasante majorité des adhérents m'a approuvé, à la fois dans la forme et dans le fond, et ils continuent de le faire. Ils n'ont pas été dupes et je les en remercie. Néanmoins, les putschistes, comme l'un d'entre eux s'est surnommé lui-même,
ont persisté dans leur travail de sape. Il m'est donc apparu nécessaire de faire cette nouvelle vidéo pour que nos adhérentes, nos adhérents et tous nos sympathisants aient connaissance de toutes mes réponses aux principales interrogations qui ont émergé çà et là du fait de cette campagne de dénigrement systématique menée contre moi pendant le confinement. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions. Et comme je n'ai rien à vous cacher, je vais m'employer à y répondre. Que pouvez-vous dire sur les faits de harcèlement qui vous sont reprochés? Avez-vous harcelé des employés? Je l'ai déjà dit, et je le redis ici avec la plus grande force. Ces accusations sont complètement mensongères. Non, non et non, je ne suis pas et je n'ai jamais été ni un harceleur, ni un agresseur. Toutes les personnes qui me connaissent, à commencer par ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 31 ans, mais aussi ma famille, mes amis, mais aussi les très nombreux adhérents et adhérentes de l'UPR, avec lesquels j'ai eu l'occasion de voyager ou qui m'ont hébergé, peuvent témoigner que je suis au contraire quelqu'un de très respectueux et de très pudique. Je note d'ailleurs que ces accusations n'ont été proférées à mon encontre par certains cadres de notre mouvement que sur des ouï-dire. Ce sont des témoignages de deuxième main, comme l'on dit, reprenant les allégations d'une seule et même personne. Celles et ceux qui colportent ces bassesses réagissent tous de la même façon lorsqu'on leur pose la question. Ils disent tous que « Ah non, 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 pour ce qui me concerne, ils n'ont jamais été victimes du moindre harcèlement ou d'agression de la part d'Asselineau. Mais en revanche, ils ont entendu dire que... » C'est exactement comme cela que naissent les rumeurs les plus viles. Elles s'auto-entretiennent sans que l'on me demande jamais mon avis et en écartant systématiquement tous les témoins nombreux qui en montrent la fausseté. Qu'il me soit permis ici de dire ce que j'ai sur le cœur. Ce sont des rumeurs dégueulasses. Ceux qui les colportent ne se rendent pas compte de la souffrance morale qu'elles occasionnent. J'aimerais savoir ce que ressentiraient les signataires, et plus généralement tous nos adhérents et sympathisants, et plus généralement tout être humain, si l'on commençait à les accuser publiquement de toutes les turpitudes, sans qu'ils aient même été interrogés et aient pu répondre préalablement. Toutes celles et tous ceux qui colportent ces infamies, en ne respectant pas le principe fondamental du contradictoire, peuvent-ils imaginer l'impact qu'elles peuvent avoir sur ma famille, mes amis, mon entourage et tous les collègues de travail qui me connaissent parfaitement depuis des décennies et qui lisent soudain dans la presse que je serais un ignoble personnage. La réalité est que je n'ai rien, je dis bien rien, à me reprocher. Et que, comme je l'ai déjà dit, je me tiens à la disposition de toute autorité policière ou judiciaire pour apporter les preuves qui démontreront de façon implacable la fausseté des accusations portées contre moi. Et je peux vous dire que je suis totalement confiant dans le fait que justice me sera rendue. François Asselineau, je vous en conjure, acceptez ce débat. Il en va de la démocratie du parti. Il en va de l'avenir de l'UPR. Je vous remercie. Vive la République, vive la France libre. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste.